Calade, ma radio. Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'interview du jour avec nous en studio Mabrouk Lazreg et Jean-Jacques Card. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux membres du collectif Palestine Villefranche, collectif qui soutient la cause palestinienne depuis des années. Mabrouk, tu as animé des émissions à l'antenne sur la thématique de la Palestine, mais est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler l'un ou l'autre ce qu'est le collectif Palestine Villefranche et quelles sont ses missions? Je peux commencer par dire que le collectif existe maintenant pratiquement depuis 20 mois. Il était constitué en 2023, à la fin du mois d'octobre, et c'est le 4 novembre, je crois, qui a suivi que nous avons tenu notre premier rassemblement. Alors, notre objectif était de sensibiliser la population caladoise, et puis peut-être largement autour aussi, sur la véritable nature de l'agression subie par les gens de Gaza, par les Gazaouis, depuis pratiquement le 8 octobre de 2023. C'est-à-dire, en fait, de plus en plus, on parle de génocide, et effectivement, pour nous, il faut adopter ce terme de génocide. Et depuis cette date, nous n'avons pas chômé. Nous avons organisé des rassemblements, voire des manifestations de rue. Il y a eu, je crois, 3 manifestations de rue dans les rues de Villefranche, par exemple. Mais on ne s'est pas limité à ça. C'est-à-dire que notre objectif, c'était vraiment d'ancrer la Palestine au cœur de la Calade, et notamment la culture palestinienne, parce que les Palestiniens sont en fait un peuple très hautement cultivé. Et nous avons organisé des soirées culturelles, par exemple, centrées notamment autour des poètes, des grands poètes. Il y a de grands poètes en Palestine, dont certains, malheureusement, ont été délibérément visés et éliminés par l'armée d'occupation. Mais par exemple, nous avons organisé une soirée Mahmoud Darwish. C'était l'année dernière au mois de mars. Nous avons organisé des expositions. Récemment encore, nous avons soutenu une initiative de la librairie des Marais au théâtre, je veux dire, qui était un succès, on peut le dire, centré sur la culture et les poètes palestiniens. Et notre collectif qui soutenait cet événement a pris la parole, et je pense parole qui a été bien appréciée. Donc voilà, nous préférons, d'ailleurs, si je puis me permettre cette parenthèse, plutôt que des actions à répétition toutes les semaines, nous n'en avons pas les moyens, mais nous préférons travailler un petit peu en profondeur, c'est-à-dire prendre le temps de fédérer autour de nous, de nous assurer quand même un certain nombre de participants. Donc nos rassemblements, souvent, rassemblent 100, 150 personnes. Ouais. Et nous tenons à faire ça, c'est-à-dire en fait à créer une véritable organisation, à fidéliser la population autour des initiatives que nous pouvons prendre. Voilà, c'est comme ça que nous espérons faire vivre un peu la Palestine au cœur des Caladois, quoi. Mmh. Alors, en complément de ce que vient de dire Jean-Jacques, effectivement, l'aspect culturel a bien été mis en avant. À titre d'exemple, il y a quand même eu 3-4 projections de cinéma au 400 coups, où le réalisateur Roland Nurier, qu'on avait reçu ici dans les studios de la radio, qui était venu présenter son film Yalla Gaza. Ouais. Et même sur notre film, on en avait profité, puisque notre démarche, c'est aussi une démarche, d'information, de sensibilisation. Il avait, avant d'avoir fait son film Yalla Gaza, il avait fait un autre film, le premier, qui était Le Char et l'Olivier. Ouais. Donc à 2-3 reprises, il était venu présenter son film, animer le débat avec d'autres invités. Mais la petite nouveauté, c'est que le CGR nous a contactés en février pour venir animer un débat sur le film Noorderland. Alors, quand on dit Noorderland, c'est un film quand même qui a reçu l'Oscar du meilleur film aux États-Unis. Donc, toutes ces choses-là
disent quelque chose, disent que le collectif aujourd'hui est bien présent sur la localité, fait de belles choses, est reconnu pour son sérieux, son travail de profondeur, comme disait Jean-Jacques. Et voilà, c'est toutes ces actions, alors au-delà des rassemblements, des manifestations, des événements culturels, voilà, c'est aussi de l'information, de la sensibilisation. Ouais. Est-ce qu'on peut rappeler la situation aujourd'hui, dire qu'est-ce qui se passe concrètement à Gaza et le mot génocide, il tombe pas du ciel, il n'est pas inventé. Alors le mot génocide n'est pas inventé, c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois il y a plus d'1 an par les plus hautes juridictions internationales, notamment la CIJ, la Cour internationale de justice, parce que quand on cible les civils, la population civile, et pas uniquement les militaires, pas uniquement le Hamas, mais vraiment la population civile, et notamment dans cette population civile, les enfants, parce que les enfants deviennent des adultes, et que quelque part, l'agresseur voudrait empêcher que ces enfants deviennent des adultes, c'est c'est un des critères reconnus pour l'utilisation de ce mot de génocide. Donc, il ne fait, sauf pour les gens de mauvaise foi, il ne fait aucun doute que ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, c'est bel et bien un génocide. Alors, ce génocide se manifeste notamment au travers des près de 60 000 morts. Mais attention, quand on parle de 60 000 morts, on ne comptabilise que les corps retrouvés à l'issue des bombardements et sur lesquels on a pu mettre un nom. Mais combien d'anonymes sont restés encore sous les décombres? Combien, parmi la population civile, sont morts des suites de malnutrition ou tout simplement d'interruption de leur traitement médical? Parce qu'il faut le préciser, tous les hôpitaux ont été bombardés depuis le début et sont actuellement hors d'état de fonctionner, sous le prétexte qu'ils abriteraient des centres de commandement du Hamas. Mais c'est complètement échevelé tout ça. Et donc oui, nous avons affaire à un génocide et les enfants sont particulièrement ciblés. On estime environ à 40% d'enfants je veux dire, la partie de la population tuée dans les bombardements. Ouais. Et un blocus qui empêche toute aide humanitaire de venir à Gaza. La zone de Gaza est totalement fermée au monde extérieur. Un blocus qui dure depuis 3 mois maintenant. Ouais. C'est-à-dire que pratiquement depuis 3 mois, les Gazaouis ne reçoivent aucun ravitaillement, que ce soit alimentaire ou médical. Et que on a pu le voir récemment, les Israéliens ferment complètement les portes. Alors bien sûr, il y a parfois des opérations de ravitaillement partiel, mais qui tournent particulièrement mal, puisque déjà à 3 reprises, 3 de ces centres de ravitaillement ont été mitraillés, faisant à chaque fois des dizaines de morts. C'est quand même invraisemblable et intolérable. Alors pour compléter un peu ce qui s'est dit, le blocus, oui, il avait même commencé avant le 7 octobre, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'à Gaza, depuis 2006-2007, il y avait un blocus. Et un blocus tue plus qu'une guerre. Et aujourd'hui, ce qui est, flagrant, c'est qu'aujourd'hui, l'acheminement humanitaire, ne serait-ce que le minimum, ne rentre pas à Gaza. On parle de 100 camions, mais 100 camions pour une population de plus de 2 millions, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est insignifiant, quoi. C'est rien du tout. Mais ça aussi,
c'est un aspect du génocide. Affamer, comme disait Jean-Jacques, les populations, c'est un aspect du génocide. Aujourd'hui, la question humanitaire, l'acheminement des denrées alimentaires sur la bande de Gaza, c'est vraiment scandaleux, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, la population de Gaza en pâtit, et on paye le prix. Je vais faire une question de naïf. Pourquoi est-ce qu'on parle des habitants de Gaza et des Gazaouis et plus des Palestiniens ? Alors, si vous voulez, quand on dit Gaza, et votre question est pertinente, pourquoi Gaza et pourquoi pas la Cisjordanie ? Puisque quand on situe un peu le contexte palestinien, on a deux territoires. On a la bande de Gaza, et entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, il y a ce qu'on appelle Israël. Mais il y a une séparation. Et ces deux peuples qui ont été séparés physiquement. Puisque c'était les territoires qui avaient été attribués lors du partage de la Palestine, mais en même temps ensuite tous les territoires qui ont été conquis par l'occupation israélienne. Okay. Mais vous savez, entre Gaza et Jérusalem, on est à 70 km. Mais aujourd'hui, les Gazaouis, ils ne peuvent ni sortir et encore moins rentrer. Ok. Donc voilà. Et ce qui se passe en Cisjordanie, si je puis ajouter ce propos, c'est que la Cisjordanie est complètement gangrénée par les colonies. C'est-à-dire que les colonies n'arrêtent pas de gagner. On estime qu'en Cisjordanie, il y aurait environ 900 000 colons qui se sont installés. Parce que, il faut le rappeler, l'histoire de la Palestine et d'Israël, c'est l'histoire d'une colonisation qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que l'enjeu derrière tout ça, c'est la récupération de territoires. De territoires occupés illégalement, notamment depuis la guerre de 6 jours de 67. Ouais. Avec une stratégie, si j'essaie de résumer, c'est on envoie des habitants israéliens sur du territoire, et puis finalement on envoie l'armée quelque temps après pour dire on a des personnes qui habitent ici, il faut les protéger. Effectivement, on essaie de créer une situation irréversible, et on citait tout à l'heure le film No Other Land. Il nous montre ce processus en fait de grignotage incessant au quotidien. Ouais. Et c'est ce qui fait sa force à ce film. Dans les dernières actualités, il y a eu la Freedom Flotilla et le bateau du Madeleine qui a tenté de justement briser le blocus dont on parlait pour apporter quelques vivres. C'était un petit bateau, mais c'était une action symbolique. C'était une action symbolique. Alors avec le minimum de denrées alimentaires ou ce qu'ils pouvaient apporter, c'était vraiment le minimum. Mais comme je disais, c'était symbolique et vraiment un acte politique. Pour montrer aussi la voie qu'il fallait justement lever ce blocus qui est aujourd'hui insupportable et ce qu'en pâtissent les Gazaouis. Est-ce que ça veut dire, moi ce que j'en ai compris, c'est les gouvernements n'agissent pas, les structures étatiques n'agissent pas, c'est aux citoyens de créer des actions, que ce soit locales, mais il faut créer quelque chose. Alors n'agissent pas, vous faites bien de le dire, et votre question est en même temps une affirmation, puisqu'on l'a vu aussi avec l'autre initiative des Tunisiens, Algériens, Libyens, et on a vu que de la résistance, au niveau de l'Égypte, on les a freinés en Égypte. Ouais. On les a interdits de passer. Donc on voit bien qu'il y a une volonté des États de ne pas justement laisser cette volonté d'ouvrir le... Mais encore une fois, on voit qu'aujourd'hui la société civile veut prendre le devant au vu de ce que les gouvernants ne veulent pas entreprendre, ne veulent pas faire. Et qui fait qu'aujourd'hui, ces initiatives comme la Flottille de la Liberté, comme le convoi du Maghreb qui est parti du Maroc, voire de l'Algérie, et qui aujourd'hui se voit freiner à la frontière égyptienne. Oui, alors l'épisode de la Flottille de la Liberté, à mon avis, montre deux choses. Premièrement, le fait que le bateau ait été arraisonné par Israël, non pas dans les eaux israéliennes, non pas dans les eaux territoriales,
mais dans une ZEE, bon, c'est peut-être un peu compliqué, une zone d'exclusivité économique appartenant à l'Égypte, mais au sein de laquelle, s'applique néanmoins le droit international, c'est-à-dire la liberté de naviguer comme s'il s'agissait d'eau internationale, montre une fois de plus que l'agresseur, que Israël, ne respecte absolument pas le droit international, et notamment dans ce cas-là, le droit maritime. Pas plus qu'il ne respecte le droit humanitaire, défini notamment dans la Convention de Genève de 1949, qui lui interdit de mettre en place des blocus contre les populations, contre les populations civiles, d'une part, et d'autre part, l'attitude quand même de notre propre gouvernement. Parce que ce que éventuellement certains auraient attendu de la part de notre gouvernement, c'est d'assurer la sécurité directement du Madeleine dans les eaux internationales. Or, il ne l'a pas fait. Il s'est contenté de demander aux autorités israéliennes de rapatrier au plus vite les militants et militantes qui venaient d'être arraisonnés. Mais en définitive, qu'est-ce qui distingue la volonté de notre gouvernement de celle de Netanyahou? C'est la même, en définitive. Et les militants, une députée européenne et des journalistes bien français parmi eux. Circonstances aggravantes. Des journalistes, des militants, entre autres la jeune écolo, là. Greta Thunberg. Greta Thunberg. Donc voilà, suite à ça, il y a leur arrestation, qui est illégale, et on leur demande de signer un document dans lequel ils reconnaissent l'illégalité de la démarche, et en même temps, si le document signé, ils ne pourraient plus revenir, chose qu'ils n'ont pas faite. Donc oui, ils sont... au moment où ils sont kidnappés, emprisonnés, il y a une illégalité. Donc suite à ça, ils ont été expulsés. Et je crois qu'à l'heure où on parle, on a encore un journaliste français qui était sur le Madeleine et qui est encore... Alors, les dernières nouvelles qu'on a du journaliste de Blast, Yanis Mohamdi, il est en Jordanie et il ne devrait pas tarder à arriver en France. Ok, c'est bon, il a été libéré. Ouais, lui et ses deux autres collègues. D'accord. Il y a une dernière question avant de parler de votre actualité proche, moi, qui me questionne. On parle depuis un moment, il est demandé, ou on espère que le président de la République, notre gouvernement, reconnaisse l'État de Palestine. On en parle particulièrement pendant les événements qu'on est en train de vivre et qui se passent en Palestine, mais je crois que c'est une question qui existe depuis des années, et je vois Mabrouk hocher de la tête, donc oui. C'est quoi l'enjeu? Est-ce qu'on peut me rappeler l'enjeu de reconnaître ou non l'État de Palestine? Alors, vous avez bien fait de le rappeler. Ça fait longtemps qu'on demande surtout au niveau de la France, parce que c'est pas une nouveauté. Les seuls à ne pas reconnaître aujourd'hui la Palestine, la France, beaucoup de pays européens, les États-Unis n'en parlons même pas. Alors oui, il y a un enjeu diplomatique, il y a un enjeu politique. Mais après, nous, en tant que militants, comment cette reconnaissance de la Palestine va être conditionnée, sachant qu'aujourd'hui, les priorités, dans un premier temps, sont l'arrêt du génocide, le cessez-le-feu immédiat et permanent, la suspension de l'accord Union européenne-Israël, sachant que cet accord est conditionné avec les respects des droits humains, l'arrêt des livraisons d'armes, tout ça existe encore. Alors, le président de la République parle de reconnaître la Palestine, mais en parallèle, on a un président avec son ministre avec son gouvernement, et en particulier son ministre de la Défense, qui continue à livrer et à acheminer des armes. Donc on voit encore cette hypocrisie, et puis en même temps il est cohérent avec lui-même, parce qu'il parle toujours de sa politique. En même temps, oui, on le voit, il fait du en même temps. Oui, c'est ça. Voilà, si tu peux continuer. Et je pense que, de temps en temps, il se livre à quelques admonestations, mais qui ne trompent personne en définitive,
parce que lorsque Israël récemment a commencé à attaquer l'Iran, vite notre président s'est précipité pour dire qu'il était du côté israélien, qu'il soutenait totalement sa politique. Donc il y a peu de choses qui ont changé. Simplement le fait qu'il a attendu quand même 20 mois avant de commencer à s'exprimer sur le sujet. Ouais. C'est quand même un petit peu scandaleux quelque part. Et on parle souvent de complicité du gouvernement, du coup, le fait de livrer des armes, de ne pas... on a toujours... Alors, si vous voulez, dans la livraison d'armes, ça a toujours été nié. Mais il a fallu des journaux d'investigation qui mettent en évidence et qui disent comme quoi la France est bien impliquée dans la livraison et dans la vente d'armes à Israël. Que ce soit un composant ou que ça soit du matériel. Et la preuve, quand ce journal Disclose, pour le citer, a fait cette révélation, les organisations syndicales, entre autres sur Fos-sur-Mer, les dockers, ont arrêté un bateau qui partait en direction d'Israël, chargé de matériel militaire. 19 palettes exactement, chargées de munitions et de, de maillons pour les fusils mitrailleurs. Et il s'agit des mêmes munitions que celles qui ont servi récemment à mitrailler des points de ravitaillement à Gaza. Alors ça date pas d'aujourd'hui, puisqu'en 2014, quand il y avait eu... pareil, l'armée israélienne avait massacré la population de Gaza. On avait retrouvé des composants d'une entreprise française. Et suite à ça, une des familles gazaouis avait porté plainte. Et cette plainte est toujours en cours. Mais oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo sur cette question de livraison d'armes du gouvernement français à l'État d'Israël. Et cette complicité, elle est, même si on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, elle est affichée. Bon, la situation, on a peu de temps pour en parler, mais je crois qu'on a quand même dressé un petit peu une vision de ce qui se passe. Je pense que nous avons dit l'essentiel, oui. Qu'est-ce qui se passe à Villefranche ? Parce que vous êtes un collectif local, vous faites des actions locales, donc qu'est-ce que vous faites dans les jours qui viennent ? Qu'est-ce que vous organisez ? Eh bien, dans les jours qui viennent, nous avons prévu un nouveau rassemblement en mettant un petit peu le paquet sur la communication et la publicité faite à cet événement. Donc il y aura, j'annonce officiellement, un rassemblement au bassin des jardins de la mairie à 11h samedi prochain, c'est-à-dire samedi 21, toujours sur la question du cessez-le-feu à Gaza et dans toute la Palestine. Ce rassemblement qui a lieu donc à 11h sera précédé la veille par une entrevue que nous avons obtenue chez monsieur le sous-préfet. Alors monsieur le sous-préfet est le représentant de l'État et je pense que nous aurons l'occasion de lui dire notre totale insatisfaction de l'attitude de notre propre gouvernement vis-à-vis de la situation au Proche-Orient. Donc voilà, et ce travail, je disais tout à l'heure que nous préférions un travail en profondeur, oui, effectivement. Ce rassemblement a été précédé d'interviews diverses, comme celle que vous avez bien voulu nous accorder, et nous vous en remercions. Hier, nous étions par exemple aussi dans toute une série de quartiers populaires de Villefranche, où nous avons tenu des prises de parole, distribué des flyers de l'événement de samedi, par exemple, et je dois dire que l'accueil de la population a été extrêmement chaleureux. Donc voici quelques-unes des initiatives que nous avons prises pour faire connaître l'événement. Alors évidemment, il y en a d'autres, plus traditionnelles. Nous avons un listing d'envois sur lesquels nous portons toutes les initiatives régulièrement. Voilà un petit peu ce que nous faisons. Voilà. Mais nous espérons rassembler le maximum de monde samedi autour du bassin
des jardins de l'hôtel de ville. Voilà. Ça a été dit. Mais après, ce genre de rassemblement, on essaye de donner une constance. Et puis en même temps, quand on compare un peu celui qu'on avait fait il y a 3 semaines, non, il y a 2 semaines, quand il y a eu... quand le Madeleine a été arrêté, là, c'était, on avait improvisé le jour même. Oui, donc, oui. on s'est concerté. Le jour même, on a organisé l'événement. Et effectivement, grâce à cette régularité, à ce travail de fond, à travers nos sympathisants qui nous suivent, ont répondu présent. Merci à tous les deux, Mabrouk, Jean-Jacques, d'avoir passé ce temps avec nous. Donc, je rappelle le rendez-vous le 21 juin à 11h, rassemblement devant les jardins de la mairie pour le respect du droit international et l'arrêt du génocide. Merci à toi, Mathieu. Merci Mathieu, merci Radio Calade. Calade 100.9